j'ai été l'objet, je me suis souvent défini comme ça à VSF, l'objet des politiques de développement toute ma vie durant. Ma vie professionnelle, j'étais l'espèce de bête d'observation entre la lame et la lamelle du microscope, à qui on mettait des indicateurs colorés pour développer une production, pour en faire une autre, pour changer de système, pour ceci. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce constat en me retrouvant un peu de l'autre côté de la barrière, d'une certaine manière, à VSF, où quelque part on participe à la promotion d'autres modèles de développement sur lesquels on discutera peut-être. Alors, donc Jean-Luc m'avait demandé une petite présentation de mon interprétation des mouvements paysans. Je trouve que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui, puisque j'avais commis un article qui était paru dans une revue qui s'appelle AOC au mois de février passé, suite à ces mouvements, et qui pour moi on remonte à l'origine, en 94, ça a été évoqué par Sophie, beaucoup de points de convergence avec ce qu'a dit Sophie, ça me paraît logique. Moi, je remonterai à 1994 et la signature des accords de Marrakech qui met l'agriculture dans l'Organisation mondiale du commerce et qui, à ce moment-là, a déjà auparavant modifié la politique agricole commune européenne pour la mettre en conformité avec cette entrée de l'agriculture dans le grand commerce mondial. Changer les anciens systèmes de soutien aux produits pour les remplacer par des soutiens aux moyens de production, c'est-à-dire aux moyens de capitalisation, et on y reviendra. Pour moi, c'est le changement majeur de la politique européenne. Et puis, il se trouve que ça correspondait avec l'élargissement de l'Europe, qui était programmé. Donc, à ce moment-là, ambitionnait déjà de faire rentrer des pays dans lesquels il y avait des agricultures qui étaient sur des fermes beaucoup plus grandes, capables, elles, de supporter ou d'accompagner cette volonté de rentrer dans la globalisation des échanges avec en toile de fond, de poursuivre ce qu'avait été cette course en avant, souvent réitérée, de nourrir le monde. Voilà, donc l'Europe a repris à ce moment-là ce slogan qui avait et qui continue d'ailleurs d'être porté, y compris par les syndicats majoritaires en Europe, qui continuent de manier un double discours entre d'un côté la souveraineté alimentaire et de l'autre côté la volonté de nourrir le monde. Pour moi, c'est totalement antagonique. On fait l'un ou l'autre. La souveraineté, elle se partage pas. Si on choisit de se protéger, on peut pas demander aux autres non plus de ne pas se protéger. Voilà, donc soit on fait un choix, soit on en fait un autre, mais on peut pas faire les deux en même temps. C'est une des causes majeures, à mon sens, de la crise agricole de la fin de l'année passée. On pourrait même remonter un petit peu avant, parce qu'il y avait déjà eu des mouvements aux Pays-Bas en 2022 suite à la mise en place de mesures pour restreindre un peu les pollutions d'origine agricole sur les terres néerlandaises, qui sont quand même un peu chargées depuis très longtemps. Et donc ces mouvements, pour la première fois, se sont déroulés en même temps dans beaucoup de pays européens. On a eu je vais pas les reciter, avec des causes que moi j'ai identifiées, dont j'ai identifié quatre raisons majeures. La première, c'est la crise énergétique. Une augmentation très forte du prix des carburants pour les paysans, une augmentation très forte du prix des engrais azotés pour ceux qui utilisent des engrais azotés, et ils sont ultra majoritaires au sein de l'Union européenne. Conjugué à des mesures de taxation complémentaire du gasoil utilisé par les paysans. Et cette crise énergétique est venue aussi s'ajouter à l'augmentation, à l'inflation qu'il y avait depuis 2022, du prix des transports, du prix des emballages, du prix des services qui sont peu ou prou indexés sur l'inflation, à la différence des prix agricoles. Donc ça, c'est la première crise. Les normes, Sophie a évoqué, j'ai mis un petit guillemets, les normes, parce que il y a énormément de choses derrière le mot les normes. Il y a des normes qui sont protectrices. Les appellations d'origine protégées, Sophie, tu connais bien le sujet, sont des normes aussi. C'est des moyens de segmentation du marché qui ont des vertus, mais dont on touche aujourd'hui les limites. C'est-à-dire que cette segmentation du marché va bien aussi longtemps qu'il y a un marché qui se développe. Et on bute aujourd'hui avec l'inflation sur un marché, on va dire, de classe moyenne et supérieure, qui est sans doute, j'espère pas à saturation, mais en tout cas qui marque un palier significatif et qui fait que les paysans qui sont retrouvés
dans ce type de production, dont l'agriculture biologique, mais pas seulement. La viticulture de qualité aussi va pas si bien que ça. Et même s'ils partent souvent d'un niveau élevé, et c'est toujours plus difficile de descendre que de monter. Donc il y a ces alternatives, ces montées en gamme qu'on a présentées en Union européenne comme étant la solution pour se démarquer du produit tout venant. Aujourd'hui, concentre les fermes qui sont les plus en difficulté. Ça, c'est quand même quelque chose de singulier. Nous continuons sur les normes. Les normes pour installer un poulailler industriel. Aujourd'hui, moi, je suis pas un défenseur de l'agriculture industrielle et des poulaillers industriels. Il se trouve que c'est le modèle dominant. Ma ferme était en bio depuis 98 et elle continue de l'être. Mais aujourd'hui, en France, on a les pires difficultés enfin, je dis pas moi, mais les paysans qui veulent monter un poulailler industriel ont les pires difficultés à le faire accepter socialement, alors que on importe en France plus de 50% des poulets qu'on consomme. Donc il y a quelque part un petit paradoxe dans ces choix politiques qui ont été menés et la difficulté à faire admettre par nos concitoyens qu'on ne pourra pas indéfiniment avoir le beurre et l'argent du beurre et que les choix politiques, on doit les faire. Et donc ça, c'est aussi une des causes pour moi de ces difficultés et de ces mouvements qui viennent débiner. Puis les échanges internationaux, bien sûr, ça a été évoqué. C'est pour moi l'un des faits majeurs de la crise européenne, avec notamment l'arrivée d'un passager clandestin qui était clandestin depuis 2016 avec les accords de libre-échange Union européenne-Ukraine, qui font rentrer de fait un pays qui concentre une surface agricole utile équivalente à la surface agricole utile de la France et de l'Allemagne réunie, avec des conditions pédoclimatiques qui n'ont rien à voir, avec un capitalisme agraire qui s'est installé là-bas déjà depuis une trentaine d'années. Je suis allé, moi, il y a 20 ans en Ukraine, donc j'avais vu déjà ce qui était en train de se construire. Et qui aboutit au résultat qu'il y avait 200. C'est très difficile de trouver des chiffres sérieux à ce sujet, mais il y avait en gros 200 000 tonnes de blé qui étaient importées dans l'Union européenne provenant d'Ukraine il y a 3 ans. Il y en avait 6 millions de tonnes l'an passé. Faudrait rajouter l'huile de tournesol, le maïs et ainsi de suite, qui est un facteur. Ça, c'est le produit de base, mais il faudrait rajouter aussi la volaille, qui se fait naturaliser polonaise. Et qui rentre en Union européenne aussi de façon préférentielle. Donc ça a été un facteur important de la mobilisation des Polonais et des Allemands avec la crise de l'énergie. Donc voilà, moi c'est les quatre clés de compréhension de cette convergence des luttes, pour une fois, tiens, le terme, il s'applique bien, des paysans européens qui se sont retrouvés en même temps avec des problématiques différentes, certains parce que ils sentaient qu'il y avait quelque chose de pas cohérent en disant d'un côté, il faut nourrir le monde, mais par contre, vous appliquez pas les mêmes règles. Moi, je te rejoins, Sophie, totalement sur ce que tu dis. On peut pas mettre en place des mesures de réduction de l'usage de pesticides. Moi, j'utilise plus de pesticides à titre personnel et sur ma ferme depuis 98. Mais si on admet l'idée que c'est un mode de production qui est légal, on peut pas à la fois interdire des pesticides sur le territoire français spécifiquement, puisqu'il y en a encore une liste plus limitée que dans d'autres pays de l'Union, et en même temps ouvrir ce marché à des produits qui sont absolument pas faits dans les mêmes conditions de production. Donc encore une fois, la souveraineté, si elle existe, ça veut dire qu'on interdit à tous les produits qui ne correspondent pas aux standards de production qu'on impose aux producteurs chez nous l'entrée dans l'Union européenne. Cette volonté, non seulement elle n'existe pas, mais elle n'est même pas un sujet. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Tu as très bien rappelé le fait qu'aujourd'hui, dans le Codex Alimentarius, les produits alimentaires sont définis par leur nature et pas par leur mode de production. Aussi longtemps qu'on ne sort pas de ce système, on restera dans des injonctions paradoxales où on dit aux paysans faut conquérir le monde, alors que déjà on a des petites fermes globalement. Si on regarde par rapport aux grands pays exportateurs, j'ai parlé de l'Ukraine, mais on pourrait parler de la Russie, on pourrait parler du Brésil, on pourrait parler de l'Australie et ainsi de suite. C'est-à-dire que les grands pays exportateurs ont des ratios de surface agricole utile par habitant qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît à l'intérieur de l'Union européenne. Donc vouloir concourir était de toute façon soit une stupidité, soit un choix délibéré de liquider l'agriculture européenne, ce qui est en train de se faire de façon claire, nette et précise. Donc voilà ce que j'avais comme point d'introduction. Donc
aujourd'hui, les réponses de l'Union européenne me semblent relativement claires, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de remettre en cause le fameux pacte vert, c'est-à-dire l'injonction paradoxale, c'est privé de ce qu'il fallait surtout pas évincer, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les modes de production, supprimer les pesticides qui sont un vrai problème de santé publique, de biodiversité, de qualité de l'alimentation. Parce qu'on a parlé des blés durs, il y a énormément d'incidents, de sujets qui arrivent aujourd'hui qui sont liés à l'usage des pesticides, mais l'Union européenne a fait le choix contraire, c'est-à-dire on va limiter la pression sur les paysans sur ces limitations de pesticides et de nouvelles normes, entre guillemets, on y revient, pour conquérir dans ce grand marché globalisé dont on sait de toute façon que les paysans européens n'ont aucune chance de pouvoir gagner cette fameuse compétition, pour un tas de raisons qu'on a déjà évoquées. Mais notamment sur la surface agricole utile par tête de pipe, ça me paraît être un critère déterminant. Donc, les conséquences internationales, elles sont en cours. Les marchés aujourd'hui sont très incertains. Il faudrait rajouter à ça toutes les crises politiques qu'il y a dans à peu près tous les pays du monde, puisqu'il y a aussi, on pourrait rajouter l'Argentine dans les crises politiques. Ce qui s'est passé en Inde, je trouve intéressant parce que si j'ai bien tout suivi, l'un des objectifs des paysans, c'était de continuer un système de protection de leur production, notamment de céréales, si j'ai bien tout compris, et qui était remis en cause par Narendra Modi. Donc, combat qui jusqu'à maintenant a été victorieux. Donc, il y a des paysans qui se battent bien quand ils sont encore assez nombreux, ce qui est un peu moins le cas dans nos régions. Et donc, l'incidence sur l'Afrique. Alors moi, prétention pour dire ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Je pense que c'est surtout aux Africains de le dire. Moi, j'essaie de vous expliquer les causes des désordres agricoles chez nous. J'ai participé, je vois qu'il y a Benoît qui est là, à la campagne N'exportons pas nos problèmes, donc sur le fameux lait réengraissé, qui est pour les paysans français comme pour les paysans africains une catastrophe. Donc mon bilan de mes diverses expériences à l'international, c'est que les préoccupations des paysans sont les mêmes partout. Partout, quelle que soit la taille des fermes, quel que soit le mode de production, l'accès au marché, les aléas climatiques, ballottés entre 2 années, une fois trop peu. C'est les deux écueils entre lesquels les paysans naviguent. Et t'as parlé dans ton introduction, Jean-Luc, des fameux modèles voyageurs. Oui, ces modèles voyageurs, ils sont aujourd'hui encore prééminents, dominants, ultra dominants. Et si on devait faire un constat, c'est qu'aujourd'hui, ces modèles qui ont été mis en place au gré des politiques successives, on va dire depuis 70 ans à peu près en Europe, on commence à en faire petit à petit le constat des erreurs. Donc essayons d'abord d'avoir un peu d'humilité et de finir le bilan de cette succession d'errements ou d'aberrations. C'est pas le même niveau de gravité. Et puis de respecter d'abord les populations paysannes où qu'elles soient. Moi, je regarde quand même que il y a tout le monde à peu près dans notre environnement a un avis autorisé sur ce que doivent faire les paysans. Il n'y a pas tant de gens que ça qui vont voir leur médecin en disant comment ils devraient soigner les gens. En revanche, les paysans, tout le monde a un avis sur ce que doivent faire les paysans. Mais toute chose égale par ailleurs, surtout, faut quand même pas augmenter le prix non plus, faut pas déconner. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'insupporte un peu. C'est peut-être un peu démago mon propos, mais c'est aussi le ressenti de l'âge. Tu m'as présenté comme un jeune retraité, je suis plus si jeune que ça, mon cher Jean-Luc. Et donc ça autorise aussi un peu de recul sur le fait que les paysans dans le monde entier sont la variable d'ajustement des politiques et du développement de ceux qui ne le sont pas.